6 mois, c'était ressenti comme 3 ans en termes de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, hein. C'était vraiment incroyable. Donc effectivement, 6 mois, ça peut paraître court. Je sais que sur mon CV, si un jour je refais des entretiens pour retrouver le monde du salariat, on me posera souvent la question de pourquoi 6 mois. Et moi, j'ai aucune honte là-dessus. C'était 6 mois hyper intenses. Tout ça, c'est hyper scientifique pour moi, traiter une objection. C'est comme un process, comme un algorithme. C'est si ça, je fais ça, si ça, je fais ça, jusqu'à que ça close, quoi. Ouais, après, effectivement, c'est vrai que le métier de sales, c'est un métier un peu comme sportif, hein. Faut être performant, faut s'entraîner, faut avoir le feedback et faut savoir se reposer aussi. Je trouve que le métier de sales, c'est un métier très dur, justement. J'étais très étonné au début de ça, de devoir être performant chaque jour. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 11e épisode, je reçois Antoine Baudot, la voix du podcast Dans l'arène que vous connaissez certainement. Il est anciennement responsable du développement commercial chez Growthmaker et aujourd'hui, il est le fondateur de SalesUp.fr. Il a décidé de se lancer dans l'aventure freelance après seulement 6 mois chez Growthmaker pour vous proposer de structurer de façon digitale les services commerciaux de votre entreprise. Dans cet épisode, nous avons notamment parlé de pourquoi devenir freelance après seulement 6 mois comme SDR dans une startup. Est-ce qu'il est intéressant de se lancer dans la production de podcasts? Comment optimiser l'onboarding et le management quand on n'a pas d'expérience? La vente et le sport, quelles sont les similitudes? Et enfin, la vente cycle court versus la vente cycle long. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage, comme toujours, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection des meilleurs commentaires au début de chaque épisode. Enfin, n'hésitez pas à rejoindre le club privé System Sales en allant sur le site club.systemsales.fr. Les membres du club privé reçoivent des emails avec en exclusivité des conseils sur la vente B2B, la possibilité de poser la question aux invités du podcast et de me poser leurs questions sur la vente par email. Allez, je vous laisse en compagnie d'Antoine, SalesOps, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Antoine. Salut Mathieu. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode le jour où Thomas Pesquet revient sur Terre, donc on va pas parler de fusée, on va pas parler de station spatiale internationale, mais je crois qu'on va éviter de poster sur LinkedIn parce qu'il va attirer toute l'attention sur lui, mais il le mérite. C'est clair. Voilà, donc aujourd'hui, je reçois Antoine Baudot. Certains le connaissent parce qu'il présente cette saison de Dans l'arène, le podcast. Si tu veux, Antoine, je te laisse te présenter. Ouais, mais alors rapidement, je suis Antoine, j'ai 25 ans, je suis diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble en tant qu'ingénieur cybersécurité et réseau. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur du coup en développement mobile et R&D dans le monde du sport, notamment d'ultra-endurance. Puis j'ai décidé de rejoindre le monde du business en rejoignant Paris et me formant à la vente et en prenant un rôle de sales. Et aujourd'hui, je me lance en indépendance sur des rôles plutôt growth et sales ops. Ok, donc toi, tu bascules complètement dans l'univers de la vente. Ouais. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans la vente? Alors, ce qui me plaît dans la vente, c'est plus ce qui me plaît dans le business. Disons que donc j'étais, développeur, j'étais un peu intrapreneur. Donc, dans la boîte, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc une course, renommée, à l'international. J'ai développé des outils pour les coureurs et pour les courses et ça m'énervait un petit peu de voir on les vendait pas bien ou pas assez. Et je me dis: «Mince, il y a des choses à faire, des choses à faire». Ça me trottait. Puis premier confinement, ça a été compliqué de rester chez moi, quoi, toute la journée. Du coup, je me suis dit: «Merde, faut que je fasse autre chose». Et c'est là où je me suis inscrit du coup à Iconoclast, école de vente à Paris, qui a eu le changement. La vente, c'était du coup pour moi avoir vraiment cette vision business et pour apporter de la vraie valeur dans l'entreprise dans laquelle je suis. Pas que le développement n'apporte pas de valeur, mais que, j'aime bien voir que j'apporte de la valeur réelle, en euros, quoi, que j'amène du cash. Ça, c'était vraiment quelque chose que je cherchais et aussi je cherchais à vendre pour mes projets entrepreneuriaux. J'ai monté 2-3 projets, j'en ai encore en cours actuellement. Donc voilà, vendre, c'est une compétence indispensable pour ces projets-là. D'accord. Mais entre acquérir une compétence pour t'aider à vendre ou pour booster un peu soit ton produit personnel, soit la boîte pour laquelle tu travailles,
De là à basculer complètement, dans l'univers de la vente, parler que de ça tous les jours, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est différent, J'ai tu as pas tendance à peur faire de les choses à fond. Je fais ouais, pas les choses à moitié en général, c'est vrai et du coup, ben, suite à Iconoclast, bah, je me dis: «Tiens, je vais prendre un poste de sales», donc j'étais en contact avec Gabriel Gurevitch de Growthmakers depuis 2-3 mois et on décide du coup de travailler ensemble, d'avancer ensemble sur le sujet, sales et donc je reprends le poste effectivement de même je reprends le pôle commercial de Growthmakers parce que je suis le seul sales là-bas. Donc effectivement, j'ai fait un plongeon, complet dedans, mais voilà, je j'aime pas faire les choses à moitié. Je fais les choses à fond et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses quoi sur ce métier-là, quoi. OK et très rapidement, Grossmaker, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Ouais, Grossmakers, du coup, c'est un média B2B qui fait également de la formation en ligne. Donc, ça a commencé avec Gabriel il y a quelques années qui faisait un podcast sur du growth, qui était freelance. Et ils ont senti avec son frère Lorient, du coup, ben, une poussée de ces métiers-là. Donc, ils ont commencé à lancer une première formation en ligne, hyper croissance. Puis de plus en plus sur du growth marketing, du sales et du paid marketing. Et donc, voilà, moi, mon rôle, c'était clairement de mettre en place le pôle sales, de structurer tout ce qui était CRM, Sales Ops, ces jeux, mais aussi de closer des deals à côté sur les différentes formations qu'on avait jusqu'à, du coup, 6 formations. Et OK. je suis resté, 6 mois là-bas à peu près, ouais. Ah d'accord, ça veut dire que tu changes, tu as décidé de partir sur une nouvelle aventure? Ouais, c'est ça, j'ai quitté Grossmakers du coup la semaine dernière, en très bons termes pour pouvoir me lancer moi de mon côté en freelance, sur des sujets du coup à la limite entre le sales et le tech, donc plus sales up, growth. Aider les entreprises, voilà, à apporter plus de tech dans leurs process commerciaux pour optimiser le temps, optimiser les process de vente des commerciaux pour que ce soit plus efficace et vendre plus. Qu'est-ce qui te décide au bout de 6 mois de basculer dans une aventure plutôt, freelance? Alors j'ai toujours eu ce côté, je voulais entreprendre. J'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours monté des projets. Donc rejoindre Grossmakers, moi, c'était quand même entreprendre parce que c'est un projet early, dans lequel il y avait beaucoup de choses à bâtir, donc c'était trop cool et j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré plein de gens. J'ai eu l'occasion de reprendre le podcast, c'est génial, j'ai rencontré plein de gens avec le podcast, j'ai appris plein de choses aussi. Mais voilà, j'avais toujours ça qui me trottait dans la tête, voilà, c'est je mets en place le pôle commercial, mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est pas ma vision de la boîte, c'est pas moi qui gère le management. Et j'avais vraiment envie de dire, bah, maintenant, je passe ce cap-là, je passe à autre chose. Donc voilà, je me suis dit, maintenant, c'est le moment. J'ai acquis des connaissances. C'est le moment de me lancer. Voilà, c'est juste, j'ai senti que c'était le moment pour moi de me lancer en indépendant et de tester cette aventure-là. Ouais, OK, cool. Mais après, c'est vrai qu'en 6 mois, on peut se dire, enfin moi dans l'univers de l'industrie, 6 mois sur un poste, tu vois, j'ai envie de je tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est: «Oh la vache, c'est vachement court, hein». Mais peut-être dans Ouais, l'univers startup, c'est différent. Peut-être que 6 mois, c'est super long, j'en sais euh, rien. 6 mois, c'était ressenti comme 3 ans en termes de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, hein. C'était vraiment incroyable. Donc effectivement, 6 mois, ça peut paraître court. Je sais que sur mon CV, si un jour je refais des entretiens pour retrouver le monde du salariat, on me posera souvent la question de pourquoi 6 mois. Et moi, j'ai aucune honte là-dessus. C'était 6 mois hyper intenses. Et voilà, et je pense que dans le monde de l'industrie, effectivement, c'est clairement différent. Ouais. C'est usuel dans le monde de la startup, ou des boîtes comme ça qui sont en early, un turnover aussi rapide ou J'ai l'impression qu'il y a pas mal de turnover en early. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Donc forcément, il y en a qui lâchent, qui veulent faire autre chose ou qui sont plus alignés avec le rythme. Ça bouge beaucoup, puis il y a beaucoup de pivots et ça peut arriver aussi qu'on soit plus aligné avec la vision de la boîte à un instant T. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de turnover dans certaines boîtes, d'autres moins. Heu, mais j'ai l'impression que l'expérience en startup, en tout cas courte, apporte beaucoup de valeur, contrairement à une expérience effectivement de 6 mois, dans une grosse boîte de service ou une grosse boîte industrielle, quoi. OK. Et comment tu as vécu le passage justement de métier d'ingénieur au métier de vendeur? Tu nous as dit que tu étais passé par Iconoclast. On aura un épisode du podcast qu'on en parle un petit peu avec Amina, Ouais. Est-ce que comment tu as vécu le passage? Est-ce que toi, tu avais déjà à la base comment dire? Un caractère, alors tu nous as parlé de ton caractère entrepreneur, mais de là à faire du sales, on est quand même sur d'autres compétences, sur d'autres soft skills. Ouais. Tu te sentais, toi, déjà basculer dans un truc comme ça ou tu avais un caractère un peu, Alors, j'avais besoin de pousser un peu ça et de sortir de ma zone de confort. C'est un truc que j'adore faire, j'adore apprendre et sortir de ma zone de confort, c'était vraiment, j'avais besoin de le faire. J'étais un petit peu introverti, un peu le cliché du développeur, on peut dire ça, mais ouais, j'étais dans mon coin, j'avais du mal à rencontrer des gens et c'était pour moi l'occasion de me dire: «Allez, je vais à Paris, je vais me forcer à faire du cold call», ce qui est un exercice, super dur et que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender et à démarrer. Et donc ça m'a vraiment permis, moi, de sortir de ma zone de confort et aujourd'hui d'être à l'aise avec plein de gens, que ce soit, pour créer des relations amicales ou des relations de vente. Voilà, donc j'ai vraiment cette volonté de sortir de cette zone de confort-là, ce que j'ai réussi et qui était génial, hem,
mais effectivement, j'avais besoin de faire l'iconoclaste. Je me serais pas vu prendre un poste de commercial directement après, quoi. J'avais besoin d'acquérir des compétences, d'avoir une certaine légitimité pour faire ce métier-là. J'avais pensé d'ailleurs dans mon ancienne boîte à l'UTMB, de prendre un poste un peu plus technico-commercial, mais effectivement, je pense que ça aurait été compliqué sans compétences commerciales, voilà. Tout ce qui était, faire un rendez-vous découverte, faire un closing, une OPA, c'est des choses que j'avais jamais entendu parler, quoi. Bah, je pense qu'effectivement, tu as une démarche qui est assez intéressante. Il y a beaucoup d'industries où on n'a pas le choix, on bascule des très bons ingénieurs dans des postes de technico, commercial ou de sales complet sans, formation ou sans approfondissement des basiques de la vente et je pense que c'est pas forcément, une bonne chose, mais Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, ça dépend des process de vente, tu vois? Tu as certaines boîtes où il y a des process où le technico commercial arrive après le sales, plus sur une partie plus technique et conseiller la ouais. partie technique pour la boîte, quoi. Mais Ouais et puis effectivement, faire un il y a des produits qui se vendent presque tout seuls aussi quand on est sur des marchés un peu de niche ou sur des mmh. brands très établis, ouais, carrément. OK et du coup, tu arrives chez Grossmaker et là, on te Ouais. propose de reprendre le podcast. On me le propose pas, je le demande. Donc D'accord? ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que je suis là. On fait une petite réunion, donc on n'est pas nombreux à l'époque, on est 5. Petite réunion vendredi soir, vision pour le Q3, heu on parle des podcasts, des nouvelles émissions qu'on va créer, choses comme ça, nouveaux contenus globalement donc je vois que Lorient, l'associé de Gabriel, du coup, a 2 podcasts et je me dis: «Bon, c'est peut-être beaucoup». Gabriel est d'accord aussi avec ça. Du coup, je propose, pourquoi pas de le reprendre, quoi. Donc ça fait un mois et demi que je suis là, je suis encore en période d'essai et c'est parti. Donc il me propose de faire un pilote. Un pilote, en gros, de faire une petite émission, test pour voir si ça passe et voir si moi, si ça me plaît aussi. Donc je vais faire cette émission-là avec Lorient, qui a été du coup la première émission de la saison, l'épisode 1 sur, les coulisses commerciales de Growthmakers. Donc je pense que si on écoute cet épisode-là par rapport au dernier que j'ai fait, il y a une différence, énorme dans la façon dont je suis à l'aise et les questions que je pose et enfin, juste sur la forme, quoi, et même sur le fond, j'imagine. Et donc pour ça, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un peu les devants et j'ai appelé Arnaud Gagne, qui est sales coach et head of sales chez Iconoclast, avec qui je m'entends très très bien. C'est lui qui m'a formé du coup au métier de la vente. Et je l'ai appelé, je lui ai dit: Arnaud, est-ce qu'on peut faire un entretien ensemble, un fake podcast pour justement m'entraîner, que je puisse l'envoyer à Gabriel et voilà, lui montrer que je suis motivé et que je veux prendre cette place. Et ça s'est fait naturellement ensuite. Et voilà, j'ai eu premier rendez-vous, premier podcast, premier épisode avec Kevin Mert, head of sales et Sunday. Donc c'était super bien tombé, c'était vraiment top. Kevin est un gars super cool et c'était un épisode qui était vraiment génial à enregistrer, malgré que j'étais, extrêmement stressé. Ouais, non, j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes. Ce que je trouve super sympa, c'est que tu es hyper focus et c'est très orienté, tips et choses actionnables pour les éditeurs. Ça, c'est top. Tu peux nous refaire ta petite phrase d'intro là? La vente, c'est quoi? La vente, c'est 20 d'art et 80 de sens, ouais. 20 d'art et 80 de science, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors quand Je le tu le connais plus dis, par cœur, hein, j'ai enregistré en été, ah ouais, quand tu le dis, moi j'entends toujours 80 de chance. Et du coup, Ah mince! je me suis dit, mais non. Et Non, après, c'est non, après quelques épisodes où j'ai enfin dit, non, c'est pas possible. 80 de science, Mathieu. Voyons. ouais, non, de Qu'est-ce que chance, tu non, ça penses de serait cette ça aurait phrase été osé. justement? Ouais. Alors la loi de Pareto, je l'aime beaucoup cette loi. Les, 20-80, c'est une loi que j'adore. Ah, ça fait référence à la Effectivement. loi de Pareto. D'accord, ok. Ouais, ouais, Je l'avais pas. pour Ouais. moi en tout cas, ça fait référence à ça, ouais. Les 80-20 que je trouve vraiment, dans beaucoup de choses, de la vie, hein, que ce soit dans la finance, dans le sales, dans tout, enfin vraiment dans tout, quoi. Même dans les produits, donc et ça, c'est à 20 des fonctionnalités qui font 80 des ventes, quoi. Donc je trouve ça cette loi hyper forte. Pour moi, elle fait écho, cette loi, effectivement, parce que c'est tout ce que j'ai appris. J'avais ce cliché du commercial avant, effectivement, et le cliché qui est encore dur en France du commercial, où il faut avoir du bagou, il faut la tchatche. Il faut la tchatche, il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça. Et ça, pour le coup, c'est, on va dire, l'art. Mais effectivement, si tu que l'art, tu peux pas tout closer, quoi. Y avoir la science de dire, je prépare mon rendez-vous comme il faut, j'ai fait mon CAB, donc caractéristiques, avantages, bénéfices pour définir mon offre, je fais mon OPA qui est clair, je fais une bonne phase de découverte, un bon spin, pour ceux qui connaissent le spin selling, je reformule, je pitch, je close et je traite l'objection. Ça, c'est hyper, scientifique pour moi, traiter une objection, c'est comme un process, comme un algorithme. C'est si ça, je fais ça, si ça, je fais ça, jusqu'à que, ça close, quoi. D'accord. Moi, je m'identifie bien là-dedans, ouais. Ok. Ouais, non, non, c'est une phrase qui est assez percutante, hein, ça marche bien. C'est de toi ou c'était quelqu'un Non, non, c'était la phrase qui était déjà dans le podcast dans Ah, l'arène, parce qu'en ok. fait, moi, j'ai repris dans l'arène, du coup, la saison 5, mais jusque-là, c'était Gabriel, du coup, et Lorient qui le faisait, qui animait l'épisode, l'émission plutôt.
Donc voilà, moi j'ai repris ça et effectivement cette phrase, je la trouve très vraie et elle vient casser, ces clichés français, du commercial avec sa manette qui a juste de la tchatch. Et du coup, il y a le podcast est sponsorisé par une grande entreprise. Salesforce. Ça vous oblige à inviter quelqu'un de l'entreprise, à chaque saison ou pas? Alors effectivement, du coup, Salesforce, qui est sponsor de la saison, nous envoie à chaque saison un invité Salesforce. Donc moi j'ai reçu Gauthier qui est cam chez Salesforce pour un épisode, ouais, effectivement. OK. Et ouais, j'ai vu que Alexandre sur son podcast, lui, avait capté, HubSpot et il a reçu quelqu'un aussi de chez HubSpot. Je pense que c'est le deal, Ouais, quand tu on est arrives un à peu dans le deal, choper ouais, un sponsor, ouais. bien sûr. OK. Après Salesforce aussi nous propose des gens de certains de leurs clients qui sont pertinents pour l'épisode et notamment j'ai eu, Maxime Rizzo, Head of Sales de Skillos et qui a été conseillé par Salesforce et c'était une super rencontre et un super épisode. Ouais, 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 il paraît qu'ils ont un système de formation des sales assez performant et Ouais. ouais. Moi, on n'a plus trop parlé de ce sujet-là, je crois, mais on a beaucoup parlé, de différents sujets. Honnêtement, c'était il y a 2-3 mois maintenant, mais c'était un épisode très cool et Maxime, un gars très cool, ouais. Ouais, On parlait beaucoup OK. des salons. Pour ceux qui font des salons, écoutez Maxime, c'est super intéressant sur comment vendre sur les salons. Oui, Il me je l'ai semble que tu écouté en cet fais épisode. quelques-uns toi Ouais. déjà. Ouais, je l'ai écouté cet épisode, il était top, ouais. Et donc Antoine, toi, tu plutôt branché tech. Justement dans l'univers de la vente, digitale, c'est quoi ta spécialité? Waouh, est-ce que tu peux préciser un peu ta question? Non, je sais pas en termes d'outils, en termes de mécanismes, là, tu lances ton propre business. Ouais. J'imagine que tu t'es identifié une niche où tu te différencies un peu des autres, où t'es un petit peu plus performant que la moyenne. Alors c'est en cours effectivement, je suis en train de définir un peu plus mon offre et là où je veux vraiment appuyer. Ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds et un problème d'une boîte qui lève des fonds souvent, c'est de scaler justement tout son pôle commercial et passer, ben, de 10 à 50 commerciaux en 3 mois. C'est pas forcément évident, notamment il y a plein de sujets comme l'attribution des leads, le scoring des leads, même, tout ce qui est process CRM, ça reste clean. Donc moi, une de mes missions justement, une de mes cibles, c'est justement ces boîtes-là qui viennent de lever beaucoup d'argent ou de l'argent, globalement, qui vont scaler leur équipe commerciale et les aider du coup, ben, à mettre en place tout, l'environnement technique, ben, qui va tenir la charge de ce scale, quoi. Donc notamment, je parlais d'attribution des deals. Je trouve que c'est un sujet que j'entends beaucoup avec les invités, du podcast qui me disent, ben, qu'effectivement, bah, tu as les SDR, souvent, ils aiment bien donner, à l'AE, qui va bien parce qu'ils savent qu'il va closer et du coup, ils vont prendre leur variable. Et du coup, comment mettre en place justement une stratégie, d'attribution des leads automatique? Ouais, ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Pareil, je travaille aussi avec Chloé, avec une amie en ce moment qui est coach formatrice et j'ai aussi, envie de travailler avec d'autres coachs formateurs sur comment générer, ben, eux, du business quand ils dorment avec, ben, en leur mettant en place du nurturing avec, tout ce qui est Zapier, Integromat pour automatiser l'arrivée des leads dans leur CRM, ben, traquer aussi ce qu'ils font en termes de paid, mais aussi aller du coup, ben, faire du nurturing avec Lemlist, faire des belles séquences avec des belles landing pages qui convertissent tout seuls sans qu'ils aient besoin de passer des calls, jusqu'à la dernière étape, faire du scoring sur ces séances de nurturing pour au bout des 5 semaines, 6 semaines de nurturing, rappeler les personnes qui ont le plus engagé avec le contenu, quoi. Là, tu parles d'aider des coachs, c'est ça? Ouais, enfin dans ce cas-là, D'accord. effectivement, c'est une amie qui Ouais. a fait une formation en ligne pour devenir un talent utile et donc je l'aide parce que, OK. ben, c'est mon amie, donc ça me permet aussi de travailler, une première mission en démarrant et je me dis que si ce modèle-là marche, que j'en suis persuadé, il y a moyen de l'appliquer justement à tout ce qui est formation, entre un MOOC plus du coaching, quoi. Tu parles de nurturing, pour ceux qui Ouais. sont pas habitués, c'est quoi? Nurturing, la définition exacte, je la connais pas, mais je dirais que c'est du coup alimenter du coup effectivement ses prospects avec du contenu et leur apportant de la valeur pour déjà leur rappeler qu'on existe, mais aussi leur rappeler qu'on a peut apporter de la valeur et qu'ils aient, toujours, ben, Growth Makers, ou Antoine Baudot ou System Sales dans un coin de la tête, Et comment par exemple. ton OK. Comment ton profil d'ingénieur de formation va t'aider à te démarquer justement dans ce parce que des gens qui proposent, des formations sur les tunnels de vente, sur l'acquisition de clients, tu vois, au freelance et cetera, je pense que c'est pas ce qui manque. Mmh. Est-ce que toi tu penses te différencier avec, tes compétences techniques justement?
Alors, mes compétences techniques déjà, je pense qu'elles sont très pertinentes sur certains sujets, notamment, tout ce qui va être, automatisation de tâches, qui va être, même faire du scrapping, tu vois? Faire du scrapping un peu poussé, sur certains pour certaines boîtes, donc un peu plus gross que Sales pour ce sujet-là. Mais surtout, moi, je trouve qui est hyper intéressant, c'est ma vision plus ingénieur, ma vision problème solver, tu vois? Et automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Moi, j'ai été formé en tant qu'ingénieur en me disant: «Si tu fais la même chose 3 fois, c'est pas normal, automatise». Et moi, dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que ça me fait chier. Des fois, je fais un truc, ça me fait chier, j'automatise. Tu vois? Donc je pense que c'est plus cette vision-là qui est intéressante sur, la vision ingénieur. Et pour autant, je connais le sales puisque j'en ai fait pendant 6 mois et j'ai closé des deals, tu vois? Et j'ai été confronté aux problématiques sales. Moi, c'est vraiment les 2, je trouve, qui sont intéressantes. Après, très honnêtement, le freelance, le consulting que j'ai fait actuellement, c'est aussi une façon pour moi de pénétrer un peu plus le marché, de sentir quels sont les pains, que je revois le plus souvent venir et derrière pouvoir monter une boîte qui résout justement un de ces pains, et créer une entreprise, quoi. Je Ouais, me vois ouais. pas faire du freelance toute ma vie, bien sûr. Ouais, d'accord. Carrément, OK. Quand on avait préparé, un petit peu l'émission tous les 2, tu m'avais dit qu'un des sujets qui t'intéressait aussi, c'était, la mise en place de playbook et d'une structure commerciale, dans une entreprise justement, dans des petites structures qui sont destinées à scaler. Tu peux nous en dire un petit peu plus, là-dessus? Ouais, donc effectivement, c'était un sujet que j'avais en interne chez Grossmakers, donc structurer le playbook, structurer les process, le CRM. Je suis arrivé, il n'y avait pas de CRM, on l'a mis en place avec Nicolas qui était head of sales quand je suis arrivé et qui est parti juste à mon arrivée du coup. C'est un sujet hyper intéressant parce que ben, pour l'onboarding, j'ai onboardé un SDR juste avant de partir. C'est hyper important d'avoir justement des bases solides sur un pitch, tout ça, parce que ben, Théo, il est arrivé, il avait 22 ans, il avait besoin d'un peu de cadrage quand même. Et d'avoir un pitch, bah, c'est quand même la base. Je sais plus qui c'est qui me disait ça, c'était dans un épisode. C'était Nicolas, je crois, de nos CRM, qui me disait c'est super cool de faire une bonne phase de découverte, on dit écoute active, c'est super en sales, mais si t'as pas un bon pitch derrière, bah ça sert à rien, quoi. Tu vendras pas. Et justement, j'ai pris beaucoup de temps à écrire ce pitch en m'inspirant du coup de tout ce que j'ai eu dans le podcast, parce que ce que je vois dans le podcast, dans l'arène, c'est qu'en fait, il y a l'épisode que tout le monde entend sur les plateformes, mais moi derrière, je reste 30 minutes, 40 minutes, 1 heure avec les personnes, les head of sales, à discuter, à poser des questions sur moi, les sujets que j'ai en interne. Et même, je peux orienter les épisodes de podcast en fonction des problématiques que j'ai. D'ailleurs, vous verrez que les prochains épisodes dans l'arène sont très orientés sales ops, parce que c'est des sujets qui m'intéressent actuellement. Et du coup, ben, j'ai pu utiliser notamment les techniques de Kevin Mayer sur comment écrire un pitch en utilisant des phrases charnières. J'ai pu utiliser ben, des techniques de Nicolas de nos CRM pour construire les questions du coup de mon spin, mettre un peu plus de structure avec le Bant, choses comme ça. Donc ça, c'était un sujet hyper intéressant. Après, chez Grossmakers, là où il y a beaucoup de documentation à mettre aussi, c'est sur la partie financement. Le business de la formation, il y a un gros business sur le financement, trouver les bons financements pour la personne en face pour la closer. C'est rare, enfin, en plus chez Grossmakers où on est quand même sur un business, presque B2C, parce que les gens se forment et souvent payent avec leur CPF. Ben, il faut que les gens aient du financement, quoi. C'est rare qu'il y ait des gens, qui disent, «J'ai 1 500 € à mettre, de mon compte perso sur de la formation professionnelle», quoi. C'est assez rare. C'est assez rare, mais j'ai l'impression que c'est spécifique au marché français parce que les gens ont l'habitude qu'on leur paye leur Bien développement sûr, c'est ça. personnel. C'est un truc assez étonnant. Heu, ouais. Moi, je trouve que, par exemple, quand tu vas aller démarcher, même des francophones, hein, qui sont installés à l'étranger, ils sont plus prêts à mettre, de leur argent personnel. Mais alors ouais, en France, les gens se disent: «Bah non, pourquoi je paierais une formation? C'est à mon Ouais, employeur de me payer une formation» c'est ou, ça. d'utiliser un financement, quoi. Non, c'est clair, les gens se reposent vachement sur les financements en France et du coup, ouais, ils mettent la main à la poche, si je peux me permettre, pour payer des formations. Et j'ai changé avec un de nos concurrents, on va dire, enfin, c'est pas un concurrent parce qu'il est que sur le marché espagnol, en Espagne où il y a absolument pas de financement. Et ben, les gens payent des formations à 2 500 €, 3 000 € des fois sur ce qui est growth hacking, voilà, sans financement, quoi, de leur poche, quoi. Ouais, bah, évidemment. Après, si tu mesures, si tu mesures que quand tu mets 10 € de ta poche, tu vas en récupérer 100 derrière parce que tu vas avoir développé une compétence, enfin, je sais pas. Après, chacun voit midi à sa C'est porte, hein. ça. Non, c'est Mais, ça. et il y a des mecs qui arrivent à vendre des formations, même en France, sans, passer par des modules de financement. Heu, je pense notamment à Stan Leloup, si tu connais. Ouais, Lui, il vend ses formations, voilà, c'est pas accessible, CPF ou quoi, et les ouais, gens achètent quand même. ouais, c'est clair. C'est clair et ouais, il met juste un Stripe, j'avais vu ses Mmh. formations, Facebook Ads et justement, je sais pas à quel point ça marche, mais je pense que ça marche vu qu'il a une grosse audience, il doit quand même bien convertir derrière, quoi.
Ouais. Et du coup, toi, tu nous disais, tu as travaillé plutôt ton pitch pour orienter le traitement des objections ou aider à closer par Même pour ne rapport au pas en dire mécanisme trop. de... En fait, moi, je suis arrivé, il y avait un pitch où Nicolas m'explique, bon, on fait l'OPA, on reprend un peu le format de la formation, et à la fin, après la phase découverte, on dépile tout le module complet, toutes les semaines de formation, on explique le programme. Et moi, je trouvais que ça marchait pas très bien, et un jour, je dis, bah maintenant, je vais juste refaire un pitch complet, où genre je parle, même s'il y a que 2 points sur les 6 semaines qui intéressent la personne, bah, je vais à fond là-dessus, quoi, après la découverte. Et en fait, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Et je me rends compte que moins on en dit, et plus on parle vraiment des problématiques de la personne en face, ben plus on close, quoi. Et parce que sinon, bah, si on en dit trop sur les sujets où la personne était vraiment, où c'est moins pertinent pour elle, euh, même si je sais que ça va l'intéresser pendant la formation, bah, moi j'en dis sur ces sujets-là, bah, plus je closais. Ouais, d'accord. D'accord. Et du coup, c'était une clientèle plutôt B2C, tu disais, ou pas Bah, forcément c'est du B2C, mais aussi 2B. Enfin, j'ai du mal à le définir vraiment, parce qu'en fait, tu as plusieurs typologies de clients. Tu as les gens qui sont en entreprise, qui veulent former leurs équipes, donc ils te contactent et qui disent ouais, j'ai deux trois personnes à former, donc là c'est cool, on fait venir l'équipe dans la promo avec tout le monde. Tu as aussi les gens qui montent un projet en parallèle de leur travail et du coup eux ben ils misent tout sur le CPF par exemple, donc là c'est plus du B2C. En fait on va dire voilà, c'est plus du B2C pour le CPF et plus du B2B quand on passe par un OPCO, donc un organisme de financement, pour faire financer la formation, en partie par l'entreprise, quoi. Mais on n'a pas encore enfin il n'y a pas encore de stratégie 100% B2B, quoi. Ok, bah écoute, ouais, non, ça c'était la partie sur ta partie playbook. Du coup, tu disais que tu as travaillé sur le pitch de vente et puis Ouais. je suppose que tu as mis en place aussi des choses par rapport au traitement des objections classiques, non? Le but c'était quoi? C'était d'avoir un document que tu peux donner Moi c'est ça un à... Notion. Le but c'était de construire un petit Ok. Notion avec toutes les infos et donc ça a été cool et j'ai aussi fait pas mal des petites vidéos Loom, pour l'onboarding, du coup du SDR. Donc montrer un peu la lead gen, d'où est-ce que le lead arrive, comment est-ce qu'on les traite, côté Zapier, comment ça fonctionne, comment il est monté le CRM, comment ça se passe, ben, le funnel complet, quoi. En Donc ça fait, j'ai c'était, l'impression super utile. que le 16 lead dans une startup, même enfin, dans une grosse entreprise, je sais pas, mais head of sales ou 16 lead dans une startup, c'est vraiment documenter beaucoup, mettre en place des process euh, qui vont permettre la réplication et la mise à l'échelle, scale up, comme on dit. Ah bah, bien sûr, parce que si tu embauches 3 personnes et que tu dois passer, 2 jours avec toutes les personnes à chaque fois pour les reformer, ben, toi, tu fais plus ton boulot, quoi. Donc alors que si tu arrives là, par exemple, le SDR, Théo qui est arrivé, bah, il a eu le temps de consulter toutes les documentations que j'avais fait, il a eu le temps de regarder tous les vidéos Loom et après quand j'ai pris un peu de temps pour lui, bah, j'avais plus qu'à dire: «Bah, non, tu me poses tes questions et j'y réponds» et Ok. du coup, c'était vachement plus simple pour moi et après je prenais juste un peu de temps le matin, un peu le temps le soir avec lui pour répondre à ses questions et pour le challenger un peu, quoi. C'est super intéressant parce que je pense que l'onboarding dans des entreprises un peu plus legacy, on va dire, dans un monde du travail un peu moins digitalisé, c'est une vraie problématique et on n'en est pas du tout là, mais c'est hyper intéressant ouais, de mettre en place des petites vidéos, des choses comme ça. Mmh. T'avais avais des notions, toi aussi, de management un petit peu dans des expériences passées ou pas? Absolument pas, absolument pas. C'était la grande question, est-ce que j'allais être bon manager, quand j'allais m'en sortir? Et j'ai adoré ça. J'ai adoré prendre le temps avec Théo, répondre à ses questions, le coacher, le challenger, arriver en pleine journée, lui dire: «Vas-y pitch moi ça» ou je lui balance une objection, il doit y répondre ou je lui dis: «Tiens, j'ai ça comme je suis dans tel statut, avec ma boîte, j'ai le droit à quoi?» J'aimais bien ce côté-là, mais j'avais aucune notion avant, non, 0. J'avais des notions, j'avais été, capitaine d'une équipe de hand quand j'étais au lycée, donc j'ai un peu cette notion-là, mais bon, dans le milieu pro, c'est quand même très différent. Ouais, c'est différent, mais en même temps, tu vois, tu nous as parlé de l'ultra trail. Enfin, tu pratiquais toi un peu aussi la Ouais, course, ouais. ouais, ouais. Donc toi, tu as quand même on va dire un passé de sportif, ou même tu es plutôt sportif à la base. Du coup, moi, ça me surprend pas que tu t'orientes vers la vente ou même le management. Je pense que indirectement, tu retrouves des connexions, des qualités que tu as développées et qui te permettent d'aller justement chercher Mmh. un peu les challenges, quoi. Ouais, après effectivement, c'est vrai que le métier de sales, c'est un métier un peu comme un métier de sportif, hein. Ouais. Faut être performant, faut s'entraîner, faut avoir le feedback et faut savoir se reposer aussi. Mais je trouve que le métier de sales, c'est un métier très dur justement,
j'étais très étonné au début de ça, de devoir être performant chaque jour. Enfin, en tout cas, encore plus sur du j'ai pas fait de vente, grand compte ou de cycle long, Mmh. donc je sais pas sur ce niveau-là, mais sur une vente plus transactionnelle comme j'ai pu faire, où ben, chaque jour faut être performant et s'il y a un jour, ben, tu pas en forme ou tu as fait une petite soirée la veille et tu es un peu fatigué, ben, tu as 6 rendez-vous, bah, les 6 rendez-vous, ils sont pas aussi quali que si tu es en forme, quoi et ça, j'ai vraiment ressenti ça et je trouvais ça assez dur, le métier de commercial là-dessus. Ce qui fait penser du coup, aux sportifs, vraiment, où quand tu pas en forme le jour d'un événement, bah, c'est rare que tu performes, quoi. Et la vente justement en cycle court comme ça, tu compares ça plutôt à un sprint, que tu dois répéter tous les jours ou à une course, plutôt longue? Ultra trail, Très bonne marathon? question. On est quand même pas sur one call closing chez Growthmakers. On a quand même, un cycle de vente de 2 semaines parce que tu as toute cette partie financement. Sans la partie financement, on serait sur du one call closing. Donc c'est plus effectivement un sprint, mais, un 400 mètres quoi, pas un 100 mètres. Il faut quand même OK. prendre le temps de faut être un peu endurant pour bien écouter la personne en face, bien comprendre ce qu'elle veut et en une demi heure pouvoir du coup, ben, la convaincre quoi. Ouais, d'accord. Tu as fait un petit peu de négociation aussi, non? Vous avez pas trop ça vous, j'ai l'impression, Bah, en fait, vu qu'on est sur des financements, il y a pas mmh, trop de négo ouais. parce que, ben, souvent les gens quand c'est financé par leur boîte, ben, eux, ils s'en fichent, quoi. On peut y en avoir un peu, mais ça reste très léger, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que, moi, j'ai plus l'expérience de la vente sur des cycles longs, justement, Ouais, avec des longues phases de négociation et si je faisais, quelques parallèles avec le sport, je dirais que les coureurs de fond font pas des très bons vendeurs parce qu'ils sont capables de tenir très longtemps et de tourner en rond très, très longtemps sans savoir créer justement à des moments ces petites tensions qui vont pousser un petit peu le client dans les cordes et qui vont permettre d'accélérer justement la vente. Après la négociation, moi j'ai toujours comparé ça à un sport de combat, tu vois, mais sans penser à gagner sur l'autre, mais tu es quand même dans un moment où bah, des fois tu es tout seul parce que quand il faut aller négocier des clauses au fin fond de la Russie, je peux te dire que là, il n'y a pas grand monde qui vient avec toi, donc tu te retrouves un peu tout seul sur le ring à te faire à boxer, mais pas à boxer dans le sens où tu veux faire mal à l'autre. Tu vois, je compare peut-être plus ça à l'aïkido, tu vois, où il faut apprendre à danser un peu avec l'adversaire, le suivre. D'ailleurs, pas l'adversaire, le partenaire, mais tu vois, le suivre. la capoeira. Ouais, capoeira, ouais, c'est ça, exactement. Et puis, mais après, quand tu parlais de négociation avec un grand compte, sur des cycles longs, il y a aussi un rapport à moi, j'étais très solitaire et j'ai appris à développer beaucoup plus l'esprit d'équipe, tu vois? Parce que tu as besoin de t'entourer, d'un key account manager, de beaucoup de personnes qui interagissent avec le client, de prendre le temps, de prendre l'information à 360°, de pas foncer tête baissée et à un moment donné, tu te retrouves toujours tout seul, avec des gens qui vont vouloir tirer la couverture à eux. Il faut que tu arrives à gérer ton ego, il faut que tu arrives à gérer ça. Mais c'est vrai que il faut savoir à un moment donné, travailler en équipe, je Ouais, pense. carrément. Mmh. Toi, tu es sur des cycles longs, du coup, actuellement, là? Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur les cycles longs, ouais, ouais, ouais. L'aventure industrielle va se terminer, mais j'ai beaucoup travaillé sur des cycles longs à l'international et ça demande de l'endurance, mais plus, mais voilà, enfin, tu vois, quand tu travailles sur des cycles longs, tu as des gros temps morts de plusieurs mois. Il faut savoir recréer de l'attention, suivre avec ton client. C'est complètement, Faut savoir closer au bon moment aussi, hein. alors ouais, exactement, il faut savoir maîtriser, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut savoir maîtriser le moment où il faut, c'est dès le départ, quand tu es en phase de découverte, identifier bientôt le schedule du client pour pouvoir te synchroniser avec ça et lui dire: «Bah, voilà monsieur, voilà, si vous voulez, cette solution-là, dans 1 an et demi, il va falloir qu'on close, à tel moment et il va falloir que tu saches jouer avec cette petite tension. Il faut falloir» La phase de découverte ne va pas se limiter à la découverte du besoin client, mais à la découverte de sa structure d'achat, de son processus d'achat. Comment tu vas pouvoir gérer tout ça? Quels sont les intervenants que tu vas devoir, solliciter? Comment tu vas toi solliciter en interne ton équipe pour, si tu vas devoir aller actionner à différents niveaux, chez les clients, quel set de termes et conditions tu vas devoir utiliser, inclure la négociation dans ton timing, voilà tout ça.
Ça, tu retrouves ça sur des cycles longs. Et justement, je reviens par rapport à ton expérience dans la vente, dans l'univers startup. Tu as choisi Icono, ensuite tu es passé sur SalesOp, quelque chose sur des cycles très très courts, avec des métiers un peu plus cloisonnés. On parle même un peu de Fordisme de la vente dans le digital, où le SDR passe la main à l'AE, qui passe la main ensuite au Customer Relation. Ça te frustre pas, toi, de justement de pas être sur des cycles plus longs, des négociations plus complexes, sur des produits beaucoup plus techniquement évolués? Pas vraiment, non. La vente complexe, c'est vraiment pas un sujet qui m'attire. Au contraire, j'étais plus attiré par des sujets de one call closing que je trouve plus challengeants et ouais, et se dire: «Ben, en 1 heure, faut que je close», par exemple, tu vois? Et je vois, on était, chez Grossmakers, on était dans les locaux de chez Tiller, un SumUp maintenant, et eux, ils sont très bons pour ça, quoi. Et j'avais dû changer avec, Fabrice et Valentin Quito, qui était VP Sales, et qui parlent de ça, c'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est un et là, on parle vraiment d'un art, quoi. C'est comment amener ton client à le closer au bout d'1 heure. Et moi, je m'ennuie très vite, heu, ce qui fait aussi qu'au bout de 6 mois, je peux changer de job effectivement, et donc un cycle long et rencontrer, 15 personnes avant de pouvoir closer, voilà, je suis pas si j'aurai la patience, honnêtement. OK. Est-ce que tu compares pas ça un petit peu au shot de dopamine, tu clôt un client toutes les heures, bing, 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 ça te c'est Ah quoi ouais, c'est un ça? peu ça, ouais. Ah, Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que des fois, j'arrivais le matin pas en forme et je close un client et boum, ça revient pour la journée et le suivant, je suis à fond et je vais le closer, quoi. Et non, c'est clair. Il y a un peu OK. ça, ouais. Et comment tu arrives à établir un modèle prédictif un petit peu sur des volumes, voilà, sur des choses, tu dis: il faut que je clôt 5-6 clients par jour». C'est hyper, là, on revient un peu dans la tech, non, justement? Par rapport à Alors justement, la prédiction des ventes, c'était un gros sujet, chez Grossmakers vu qu'on est encore, enfin, ils sont encore jeunes du coup. Heu, mais la question, enfin on a quand même une bonne vision parce qu'on fonctionne par promotion. Donc en fait, on a des formations en ligne, mais avec du coaching, du coup, on démarre des promotions à date fixe. Du coup, ça nous permet de voir en fonction, ben, de la lead gen au jour J et le nombre de promotions qu'on veut lancer dans les prochains mois, combien on doit signer, combien on va avoir de rendez-vous et après on adapte la lead gen par rapport à ça. Voilà, donc la prédiction, on l'a comme ça, mais on a encore, tu vois, cet été, c'était compliqué, on avait encore aucune idée de la saisonnalité de notre activité. Et pourtant, l'été qui devait être, ben, qu'on pensait qu'il allait être très mauvais, il a très mal démarré et au final, il s'est retrouvé, pas mal et même un mois d'août, plutôt bon, où je me rends compte que les gens, en fait, étaient clairement disponibles pour faire les calls et même beaucoup plus disponibles qu'en septembre. En septembre, quand j'avais les gens au téléphone, c'est tout le temps: «Ah, je suis sous l'eau, j'ai pas eu le temps de m'en occuper», sauf, ou alors les seules personnes que j'avais qui avaient du temps, c'était des gens qui rentraient en alternance. Mais eux, voilà, c'était, ben, et c'est des gens qui ont pas de CPF et qui sont pas décideurs. Du coup, ben, il fallait parler à leur manager qui, lui, était sous l'eau avec la rentrée. Donc voilà, donc prédiction des ventes, c'était un sujet, mais compliqué encore, à appliquer d'un point de vue tech, parce qu'on n'avait pas assez de données d'avance, quoi. OK. Je reviens un petit peu sur ton aventure personnelle qui commence. Comment tu comptes travailler justement sur l'acquisition client? Est-ce que toi, tu vas partir sur une stratégie technique, SEO, référencement, des choses comme ça, ou tu t'investigues un petit peu une stratégie de contenu, d'acquisition via réseaux sociaux et autres, comme on voit en ce C'est une moment? grande question, j'ai envie de mixer un peu les 2, même si c'est pas forcément, ça peut être un des focus de faire des 2, mais déjà, ce que j'ai commencé à faire en démarrant, ben, la semaine dernière, en montant mon site, tout ça, c'est d'acheter les noms de domaine, qui me plaisent. Donc j'ai acheté salesforce.fr et salesoperations.fr. Donc ça, c'était un coup parce que je me dis: «Je vais essayer de construire, en fait, au-delà juste du freelance, d'avoir un peu une image de marque, pour potentiellement, si ça marche, pourquoi pas monter une agence derrière», tu vois? C'est une vision toujours un peu plus long terme et mais bien sûr, en passant par LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est un outil formidable, où ben, j'ai déjà commencé à avoir un peu une image assez cool avec le podcast. J'ai déjà commencé ça fait déjà quelques mois que j'automatise ma création de réseau. Donc chaque jour, j'ai 10 personnes qui sont ajoutées dans mon réseau que je définis. Donc souvent, c'est des head of sales ou des CAM ou même des head of growth, via Phantom Buster notamment. Donc j'ai un réseau qui commence à être pas mal. Je crois que j'ai 3000 relations et quand je fais des posts, quand je fais des bons posts, j'ai quand même pas mal de reach. Donc ça, c'est cool. Je sais que je peux toucher du monde. Donc effectivement, quand je vois notamment ce qu'a fait Thibault Louis,
pour son activité, lui freelance, et je trouve incroyable avec autant des mèmes, autant des posts très typés freelance, autant des posts très typés écriture. C'est une stratégie que j'aimerais mettre en place avec, comme explique, le funnel et différents contenus pour amener à closer. Et je vois qu'il y a une vraie demande justement sur les réseaux, parce que tu vois, j'ai fait un post LinkedIn pour annoncer mon changement, j'ai eu 6 rendez-vous, quoi. Donc, il y a vraiment, je pense, un truc là-dessus à faire sur LinkedIn, à créer du contenu. Je suis en train de définir quel contenu je veux créer. J'imagine aussi des mèmes parce que, moi j'aime bien ce côté un peu, humoristique. J'ai vu que tu commençais à le faire aussi, heu et donc j'ai envie de pousser un peu ce côté-là, ce côté aussi un peu outil, montrer, faire beaucoup de veille sur Product Hunt, voir ce qui sort et pourquoi pas en faire des petits tests et les proposer sur LinkedIn, pour pouvoir les implémenter après chez des clients. Voilà, après il y a aussi, tout ce sujet, pourquoi pas créer aussi, petites interviews, des petits podcasts. Moi, je sais que je trouvais hyper inspirant quand même ce qu'a fait Gabriel, du coup, qui est CEO de Grossmakers. C'est comme ça qu'il a commencé Grossmakers. Lui, il s'est lancé en freelance en growth manager, en growth hacker à l'époque, on pourrait dire. Et donc, pour ça, pour gagner en crédibilité et apprendre des choses, il a lancé le podcast Grossmakers, qui aujourd'hui, après même plus de 200 épisodes, je crois, ça a vraiment permis de rencontrer un nombre de personnes énorme et d'apprendre plein de choses et d'avoir une crédibilité assez incroyable, quoi. Donc Ouais. effectivement, j'étudie aussi ce côté de dire, faire des petites interviews, je sais pas, ce sera un podcast, je sais pas le format que ça aura, mais moi pour, apprendre des choses, et rencontrer des gens et faire le réseau, quoi, et avoir du contenu à publier. Ouais, non, non, mais je pense que il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Euh, le podcast, je pense que c'est une création d'audience qui est assez longue. Ouais. Pour faire du reach rapide, je pense que les petites vidéos, le YouTube en termes de scalabilité, c'est top. Euh, c'est cool, ouais, si tu arrives à avoir de l'interaction très rapidement, ça veut dire que tu as une audience qui est présente et active sur LinkedIn, Mmh. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu automatises ta prospection, ta création de réseau. Est-ce que ça te donne une audience quali, tu penses, justement Ou le risque de l'automation, c'est de faire du réseau, mais dormant. Et moi, je parle là pour mon cas personnel. Hein. Je pense que bon, je peux poster du contenu pourri, on est d'accord, mais j'ai une audience qui est très dormante. Quand je compare avec Thibaut, j'en ai parlé longtemps avec Thibaut, on en a discuté, je lui dis mais c'est pas possible, tu bottes et tout, ton audience elle interagit dans les 10 premières minutes de ton post, quoi. Il me Mmh. dit ouais mais moi mon audience c'est que des freelances qui sont sur LinkedIn toute la journée. Et je dis ouais ok, donc ça joue tout de suite toi par rapport à l'algorithme LinkedIn qui va favoriser les posts avec beaucoup d'interactions dans les 2-3 premières heures. Donc voilà, toi t'as pas, comment ton audience tu la juges là-dessus, tu crois que elle est active, ça va te faire de l'audience qualitative. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors déjà pour mon audience, j'ai ciblé dans un premier temps, j'avais un énorme fichier où j'ai scrapé, tous les head of sales, CEO, co-founder, quelques cas, mais head of growth, parce que pour moi, c'était des cibles qui sont assez présentes sur LinkedIn, qui aiment bien faire de la veille ou qui, comme moi, dès le réveil, ouvrent LinkedIn sur leur téléphone au lieu d'Instagram. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Les Et, psychopathes. c'est quoi, ouais. Parce que pour le coup, je suis plus sur Insta, je suis plus sur Facebook, mais sur LinkedIn, ouais, j'y passe du temps et ma copine me le dit, hein, des fois, genre le matin, dès que je me réveille, j'ouvre LinkedIn. Enfin, c'est vrai que c'est un peu trop, hein. Mais je pense que du coup, ce sont des cibles qui sont présentes sur LinkedIn et qui checkent de temps en temps. Après, effectivement, quand tu as des gens dans ton réseau, comme Gabriel, quand je suis sur Grossmakers, qui commentent ton post dès qu'il sort, ça te fait un reach Boum. beaucoup Ouais, plus important, quoi. carrément. Donc ça, c'est clair que c'est intéressant aussi d'avoir deux trois personnes dans ton réseau pour ça. Après, moi, je suis pas pour l'utilisation de Podawa, par exemple. C'est pas du tout un truc qui m'excite, quoi. Non, parce qu'au final, c'est ça fausse. J'en ai parlé avec Christopher Piton aussi un petit peu là de l'automatisation de. Ça va lancer sur l'algorithme, mais au final, tu vas pas vraiment savoir si tes posts sont quali ou pas, Mm. si tu touches ton audience. Je pense que j'en avais parlé un petit peu avec quelqu'un de chez Wallaxy aussi qui me disait ouais, mais c'est pas mal parce que quand tu débutes, quand ton réseau est petit, ça peut te permettre justement de lancer tes posts sur l'algo. Ouais, je pense que c'est une petite béquille qui peut aider au démarrage, mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, mais tu as tout à fait raison. Hein. Là, si tu as quelqu'un dans ton réseau qui commente, à chaque, etc., ça peut booster. Ouais. Ah bah c'est Mais clair, si tu même un Thibaut qui commente ou qui a un gros réseau et qui est très suivi, ça booste tout, quoi. ouais. Mm. Qu'est-ce qui t'inspire justement, Antoine, en termes ouais, en termes de tech, justement, un petit peu plus, sans pas, on a cité quelques influenceurs LinkedIn, je Ouais. trouve ça, ouais. Qu'est-ce qui En termes t'inspire un de peu dans la tech, tech, ouais. en ce moment, en termes de tech, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est Mojo.
ce que fait Mojo, je trouve ça incroyable. Ok. Donc je pense, en plus donc là ils viennent de lever 20 millions je crois. Et donc ils ont un produit je trouve qui est magnifique, que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui est magnifique et qui fait qui leur donne de la data incroyable. Et je trouve génial la façon, ils ont sorti une newsletter où ils utilisent toutes les données qu'ils ont en fait pour montrer qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ils vont te montrer 20% des personnes qui font cette démarche-là, qui traitent une gestion, par exemple, c'est les top performers. Et ils ont des graphiques et des données des vraies données commerciaux, quoi. Donc et les articles sont hyper quali, sont assez longs, et je conseille vraiment cette newsletter. Donc c'est très très chouette. Donc je trouve que hyper inspiré par ça, justement, par comment traiter de la donnée vocale de call, comment en faire du coup des tutos, et comment faire progresser les commerciaux. Je trouve ça incroyable. Ok. Et qu'est-ce qui te fait lever le matin alors, Antoine, toi? Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui te me fait me booste? lever le matin? À C'est part une très LinkedIn, bonne hein. question. À part LinkedIn, à part LinkedIn, non, c'est une très bonne question, justement. J'ai pas encore trouvé exactement ce qui me fait lever le matin. Ce que j'aime, c'est être challengé et pouvoir créer des choses. Heu, j'aime trop d'idées, je pense, trop de projets en tête. Mais voilà, ce qui me fait kiffer, c'est ouais, une chose principale quand même, c'est d'aider les gens. J'adore aider les gens, pour apporter quelque chose aux gens, c'est quelque chose qui me fait kiffer, et je me vois clairement plus tard, plus, dans un métier de coach ou de formateur, quoi, dans le futur. On dit que vendre, c'est aider quelqu'un, dans un sens, hein. Tu aides à Ouais, résoudre un... bien Ouais. sûr, bien sûr, et j'aimais ce côté-là à Growth Makers où, ben, j'avais autant les directeurs commerciaux devant lesquels j'avais plus de mal, du coup, à les aider parce que, ben, ils étaient forcément beaucoup plus expérimentés que moi, et d'un autre côté, moi, j'aimais bien, du coup, toutes les personnes entrepreneurs qui venaient et que je challengeais sur ce qu'ils faisaient, sur leurs cibles, sur leur site, sur leur landing, tout ça. J'adorais les challenger, c'était très chouette. Mais j'avais toujours du mal avec cette partie closing. Comment passer au closing de temps en temps. Donc moi j'aime bien aider les gens, mais j'ai encore du mal à les aider, à les pousser à acheter. Et je pense que ça va être un vrai sujet pour moi aussi en tant qu'indépendant, c'est comment assumer mon TJM, mon prix, et ne pas dire et savoir dire non, quoi. Et je le vois, hein, j'aide des amis sur des projets de manière gracieuse, quoi. C'est un vrai sujet quand tu vends pour une boîte et après quand tu vas vendre pour toi, assumer et closer. Ouais. On pourra faire un épisode là-dessus d'ailleurs si tu veux. Carrément. Mais ok. Eh ben écoute Antoine, je te souhaite le top du surtop et encore plein de belles choses par ton aventure. Peut-être on refera le Merci. point dans 6 mois ou dans un an. Je vais te suivre avec attention sur les réseaux sociaux. Un petit mot Avec pour la plaisir. fin? Un petit mot pour la fin, ben, suivez vos envies, juste, voilà, si vous voulez lancer indépendant, lancez-vous. Moi j'ai hâte de cette expérience, et je pense que c'est une expérience que plus de gens devraient tenter, et notamment sur des sujets sales qu'on voit peu en indépendant. Je pense qu'il y a de la place à prendre. Eh ben je rajoute rien. Merci Antoine. Et les ingénieurs, poussez, faites du sales et ingénieurs, c'est super. Ça vous Ah ouais, apprend mais plein de moi, choses. c'est mon mantra, je le dis, je le répète, et je vois que j'ai une caisse de résonance énorme avec beaucoup de mes invités. Donc Tout à fait d'accord. Rien à voilà, bah, rajouter. ce sera. Bah, pour une fois, c'est moi qui ai le mot de la fin. Et voilà, c'est tout. Super. Allez, merci Antoine. Merci Mathieu. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles et de laisser un commentaire pour me faire un feedback. Partagez-le autour de vous. À la semaine prochaine.